foulard. Et c'est toujours cette couleur de foulard-là qui aujourd'hui marche chez les scouts. Aujourd'hui, ce foulard-là est porté par les scouts qui ont le plus de formation. Oh, je le mets trop vite. Une des plus belles réalisations de ma vie militaire, c'est d'organiser des activités de paix. Alors, en instituant ma brigade sud-africaine, je permettais à des gens de vivre en paix parce qu'il y avait une surveillance pour garantir la paix. Alors, pour moi, c'était un instrument de paix, cette brigade-là. Et le signe que j'ai toujours voulu garder et perpétuer dans le scoutisme, c'était ce foulard-là, qui pour moi me tient très à cœur. Si j'y ajoute les bûchettes de tantôt, ça me fait un très beau foulard. Et aussi, j'ai eu l'honneur d'avoir un mécène, un homme très riche, qui aimait le scoutisme, puis qui voyait un paquet de jeunes dans Londres qui erraient partout, qui n'avaient pas lieu pour se rencontrer. Alors cet homme-là m'a fait don à moi et au scoutisme d'un très très grand parc. Gilwell Park, au cœur de Londres, pour que je puisse réunir les jeunes et faire des activités avec eux. Alors, Gilwell Park, en honneur de cet homme-là, qui est un Écossais, j'ai mis sur chacun de mes foulards grège comme ça, j'ai mis le tartan écossais qui représente les armoiries de la famille McLaren. C'est la famille McLaren. Alors, ce riche homme d'affaires-là, je ne l'oublierai jamais, il nous a donné un très beau parc. Puis ce parc-là m'a permis de construire des habitations et de faire de la formation pour mes chefs scouts. Alors, c'est devenu Gilwell Park. Alors, en 1907, Brownsea, malheureusement, 2 mois avant, est arrivé 2 nouvelles. Le 7 mai, je donnais officiellement ma démission de l'armée à la demande du roi. Et le jour même que je remettais ma démission, le 7 mai, le roi qui m'avait demandé de démissionner de l'armée mourait. Alors Édouard VII est mort. Il était remplacé par son fils, Georges V, qui m'a appuyé tout au long de ma vie. Qui m'a appuyé de ma vie scout. Les scouts sont nés. Sans que je veuille les fonder, je me rends compte que les scouts sont nés parce qu'il y a tellement de pression sociale de partout où les gens me disent « Baden Powell, tu devrais continuer à t'occuper de ces jeunes-là. » Et en 1910, un peu avant que je parte pour le Canada, 10 000 scouts d'Angleterre qui se réunissent à Londres. Et j'aperçois parmi celles-là des filles. Des filles avec des gars. Ben moi, je n'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord, puis je pense que les filles ont dit on a le droit de faire comme nos frères. On veut nous aussi avoir fait du scoutisme. Alors j'ai demandé à ma sœur Agnès de s'occuper des filles. Alors, j'ai commencé à accepter officiellement que j'étais responsable de ce qui se passait au niveau des scouts. Je l'ai accepté, j'ai endossé mon uniforme scout
Et pour trouver un uniforme pour ces gens-là, j'ai décidé, entre autres, de prendre ce foulard-là que j'avais déjà choisi pour ma brigade sud-africaine. Et j'ai commencé à voyager. Les gens me reconnaissaient comme le principal porte-parole du mouvement. J'ai commencé à voyager. En 1910, je suis allé au Canada, je suis allé aux États-Unis, je suis allé à Panama, je suis allé en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Japon. Peut-être que j'en oublie, là. J'ai fait beaucoup de pays. Et quand je suis revenu de ces voyages-là, j'ai vu une chose assez bizarre. En revenant à ma caserne, j'ai vu des pas dans le sable. Des pas de femmes, des pas de jeunes filles dans le sable. Alors j'ai regardé et j'ai remarqué juste à la forme que le pas avait, que l'empreinte de pas avait dans le sable, que c'était une femme pas ordinaire. C'était une femme déterminée, c'était une femme qui était capable d'affronter la vie. Ça m'a frappé tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Puis après ça, ben, je suis rentré à Casa, puis j'ai laissé tomber, j'ai laissé faire. Alors je continue mes voyages, par les scoutistes, puis tout ça, j'ai tout fait ça, puis ben, là c'était le fun, je suis allé aux Antilles. Là, le climat idéal, puis tout ça, je suis allé pour les scouts, mais je suis allé aussi en vacances. Puis un soir, ça c'était 2 ans après l'incident des pas sur le sable, je me trouve sur une plage aux Antilles et je retrouve la même empreinte. La même empreinte. Alors, cette fois-là, je regarde et je vois la jeune fille au loin, mais au lieu de faire comme la dernière fois puis de ne pas la voir, je me suis approché puis je suis allé la voir et je lui ai dit pardon, mademoiselle, êtes-vous de Londres? Non, je ne suis pas de Londres. Est-ce que vous êtes allé à Londres il y a 2 ans? Oui, je suis allé à Londres il y a 2 ans. Ah, tu es allé à Londres il y a 2 ans. Est-ce que vous êtes passé près de la caserne? Oui, je suis passé près de la caserne. Aviez-vous un épagnol brun et blanc? Oui. La demoiselle en question était de plus en plus surprise. C'est pour ça que j'aime me raconter ça souvent, parce que c'était le début de tout, là. Et à un moment donné, c'est ça, elle a dit, c'est parce que j'ai remarqué vos pas dans le sable il y a 2 ans. Alors c'est resté là, dans le bateau, dans l'Arcadian, qui revenait des Antilles vers l'Angleterre. Depuis, je me suis accoudé au bastingage et la jeune fille est venue me rejoindre. Et là, on a commencé à jaser, puis elle m'a confié qu'un jour, elle avait écrit à ses parents, puis elle a dit « La seule personne intéressante sur le bateau, c'est un homme d'un âge certain qui s'habille en scout. » C'est la seule personne intéressante. Ben, moi, en tout cas, la seule personne intéressante sur le bateau, c'était elle. Hein. Puis j'ai été chanceux parce que on me l'a présenté, je soupais à la table du capitaine, puis parmi les invités à la table du capitaine, il y avait Sir Soames, qui était Sinclair Soames, qui était à la table, et c'est plate, mais c'était le père de la jeune fille. Alors, j'ai connu la jeune fille comme ça, au lac.
Et tout le long du voyage, à tous les jours, on se voyait sur le pont, sans nous cacher, de sorte que même que ça faisait jaser beaucoup de personnes. Hein. Une petite jeune de 22 ans avec un homme de plus de 50 ans, là, ça paraît un peu bizarre. Hein. Mais nous autres, on s'est foutus des raconteurs et tout ça. Je l'aimais vraiment, j'étais en amour avec. Puis lui aussi est en amour avec moi. Quand on est arrivé en Angleterre, là, elle était retournée chez eux, puis moi je suis retourné chez moi. Puis moi, ben, avec tous mes voyages en Australie, puis un peu partout, je ne suis pas resté en Angleterre. Ce que je ne savais pas, puis ce qu'elle m'a confié, c'est que pendant que moi, je voyageais à me poser la question, puis à trouver un paquet de raisons pour ne pas me marier, alors je t'ai rendu, là, ça me servait à quoi de me marier, là, tu sais, j'avais fait la moitié de ma vie, au moins, je viens de marier. J'avais encore ma mère, puis ma mère, c'était la seule femme de ma vie, fait que tout était parfait. Puis pendant que moi, je me trouvais toutes ces raisons-là, j'ai su que Mademoiselle Sinclairson, ma belle Olave, s'ennuyait à mourir en Angleterre en attendant que je revienne. Quand je suis revenu, elle m'a dit, écoute, on fait quoi? On se marie-tu? On se marie pas? Ben, elle dit, non, on ne se marie pas parce que, écoute, j'ai une vie très, très mouvementée, je suis vieux, elle m'a démoli toutes les raisons. Bon, ça a fait que... fait que moi, je l'ai présenté à ma mère. Ma mère était pas très chaleureuse. Elle dit que je la trouve un peu sophistiquée, un petit doigt en l'air. C'est sûr que c'était pas la même classe sociale que nous autres. Elle-là était dans la high class. C'était pas mon cas de ma famille. Mais nous autres, les classes sociales, là, on n'en faisait pas de cas, là, mais les classes sociales faisaient des cas de nous autres, par exemple. C'est plus ou moins drôle. Finalement, elle m'a convaincu, puis j'étais vraiment convaincu. Quand je me suis marié, j'étais sûr que je faisais une bonne affaire. Puis je suis allé voir son père. Son père, il dit, viens dans mon bureau. On a eu une discussion assez rough and tough, là. Mais finalement, j'ai demandé à la main de sa fille, puis il me l'a accordé. Et là, on s'est mariés. On s'est mariés le 30 octobre 1912. Un mariage intime. Aujourd'hui, en 1940, on appelle ça un mariage très intime. Il y avait mon frère Baden qui me servait de témoin. Il y avait une couple des généraux avec lesquels j'avais fait la guerre, puis qui étaient restés très amis, puis très en contact avec moi. Et il y avait du côté de Olave, son père, qui l'amenait jusqu'à l'hôtel. Et comme autre témoin, il y avait le mari d'une de ses sœurs. C'était tout. Alors, quand on est sorti du mariage, on est allé en voyage de noces. Et là, elle ne le sait pas. Je ne lui ai jamais dit, mais moi, j'avais une idée dans la tête. On est allé en voyage de noces en Afrique du Nord. En Tunisie, on est allé visiter le désert avec 2 gardes armés à chaque côté de nous autres parce que c'était dangereux. On a campé sous la tente, on a fait du camping volant. Je me suis dit, elle va avoir regretté de m'avoir marié de la vie que j'ai. Elle aimait ça comme une folle. Olave Sinclairson, quand c'était jeune, elle faisait du tennis, elle faisait du squash et elle faisait du hockey. Fait que si je pensais que j'étais pour la désarçonner en faisant du camping, je venais de me tromper. Mais je savais que j'avais marié la bonne personne. On va retourner dans mon livre. Oui, j'avais marié la bonne personne. Et 1 an après,
Un an après, on se retrouve avec le mariage de Peter. La naissance. Oh, c'est vrai. Je repense à ça. Il ne faut pas que je vous dise ça jamais. En revenant du voyage de noces, nous avons été très froidement reçus par les scouts. À vrai dire, les scouts étaient très en colère après moi. Pas parce que je ne les avais pas invités à la noce. Parce qu'ils se sont dit, ben tiens, à ce temps que tu as une femme, puis tu t'occuperas plus de nous autres. Hein? Tu nous laisses tomber, hein? Fait que moi, je me suis organisé, j'ai fait une grande fête où j'ai invité tous les scouts. Et quelle ne fut pas ma surprise qu'ils sont arrivés avec un cadeau de noces. Un cadeau de noces. Ils nous ont donné en cadeau de noces une Rolls-Royce et avec les sous qui restaient, parce qu'il restait un peu de sous, avec les sous qui restaient, ils ne voulaient pas les garder pour rien, ils m'ont acheté une paire de bretelles. J'ai encore ma paire de bretelles. C'est mes bretelles que j'ai eues comme cadeau de noces. J'ai plus l'auto, hein? Entre 1912 et 1940, elle a fait beaucoup trop de chemin et est morte. Mais mes bretelles, je les ai encore. Alors, comme Agnès avait fondé les guides, puis s'était occupée des guides, eh bien, j'ai demandé à Olave, il y a quelques années, de prendre la relève de ma sœur Agnès et de devenir chef guide mondial. Alors, je la regarde encore, ces photos, et qu'elle est une belle femme. C'est une très belle femme. Il y avait du goût quand même. Il y avait du goût. Et puis, un an après, le 5 juillet, on avait Peter, le premier de nos 3 enfants. Séparés de 2 ans d'âge chaque. Peter Pan. Peter, parce que je me rappelais de Peter Pan. Peter Pan, c'était J.M. Barrie qui avait fait ça, qui avait composé la pièce de théâtre, et j'ai toujours été impressionné par Peter Pan. Alors, en l'honneur de Peter Pan, j'ai nommé mon fils Peter. Naturellement, avec le sentiment d'Olave, il était d'accord. Après ça, en 1915, c'est au tour d'Heather, ma première fille, Heather, et 2 ans plus tard, le 16 avril 1917, notre toute petite dernière, Becky. C'était ma belle famille. C'était ma belle famille. Maintenant, ils ont chacun leur femme et leur mari, et ils se promènent à travers le monde. Ce ne sont jamais des grands scouts comme nous, mais ils vont faire une partie de la relève. Entre ça, malheureusement, j'ai perdu une des 2 plus grandes femmes de ma vie, ma mère. Ma mère est morte le 13 octobre 1914. Et après ça, c'était la belle aventure des Jamborees. Les Jamborees, ça c'était le fun. On chantait, on dansait, on faisait de la comédie, on faisait des sketchs, on racontait des histoires et on chantait encore. Puis moi, à tous les Jamborees, je sortais la même chanson. Et j'espère qu'elle vit encore aujourd'hui, cette chanson-là.
Baden-Powell avait une armée de 5000 hommes. Baden-Powell avait une armée de 5000 hommes. Quand il montait la côte, il montait la côte. Quand il montait la côte, il montait la côte. Quand il descendait la côte, il descendait la côte. Quand il était au milieu, il n'était ni en haut ni en bas. Alors on se lève et on le refait encore ensemble. Baden-Powell avait une armée de 5000 hommes. Quand il montait la côte, il montait la côte. Quand il descendait la côte, il descendait la côte. Quand il était au milieu, il n'était ni en haut ni en bas. À tous les jamborees, je chantais cette chanson-là. Fait que j'imagine quand il y avait 15 000 jeunes qui chantaient en même temps que nous autres, ça claquait. Eh oui, les jamborees, là, ça c'était les plus beaux cadeaux de ma vie dans les scouts. Oui. Et ce qu'il y avait, la seule constance, la seule chose qu'il y avait de constant dans nos jamborees, c'était la pluie. Je regarde mon chapeau, puis je sais qu'il y avait de la pluie. Entre les jamborees, on a fait d'autres choses, on a fait des belles choses. Entre autres, j'ai commencé à m'intéresser aux plus jeunes que mes éclaireurs. J'ai commencé à m'intéresser aux plus jeunes que mes éclaireurs, fait que j'ai commencé à regarder les garçons. Et pendant ce temps-là, en même temps, j'avais ma chère Olave qui s'occupait du côté féminin, puis qu'elle a commencé à s'intéresser aussi aux plus jeunes que ses guides. Alors, j'ai approché un de mes grands chums. Ben, je suis pas un grand chum, là, mais on a toujours eu beaucoup d'affinités à se parler puis à se rencontrer ensemble. Rudyard Kipling. Rudyard Kipling, c'est un gars c'est un écrivain qui faisait énormément faisait des beaux écrits, puis j'ai demandé s'il pouvait écrire un livre pour aider à faire entrer le scoutisme dans les jeunes de 9 ans à 12 ans. Ou 8 à 11, là, à peu près. Et lui, il m'a proposé Kim. Moi, j'ai lu le livre Kim, puis ça m'emballait, mais pas trop. Alors, j'ai lu un autre de ses livres, puis j'ai dit, serais-tu d'accord que je prenne le livre de la jungle comme fond d'histoire pour mes louveteaux, pour mes jeunes de 9 ans à 11 ans? Donc, Rudyard Kipling a accepté. Alors, jusqu'à aujourd'hui, en 1940, c'est toujours, depuis 1918, c'est toujours le même livre de la jungle qui sert de base aux louveteaux. Puis mes louveteaux, ils avaient le droit de venir au jamboree. Fait que je me faisais souvent poser avec eux. C'est plus eux qui me demandaient de prendre la photo parce que moi, j'étais rendu à un âge où j'aimais un peu moins me faire prendre en photo. Là. Mon physique était moins avantageux que dans les premières années. Alors, tous nos jeunes pouvaient faire les jamborees. Et il y en a même des jams où il y a tellement plu
qu'on m'a donné un autre totem. On m'a appelé maître